Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette conférence intitulée Penser la liberté avec les moyens du cinéma, le corps et l'espace dans Le Pèlerin de Charlie Chaplin et dans Le Faux coupable d'Alfred Hitchcock. Alors la liberté, c'est une notion qui est éminemment polysémique, euh, difficile parfois à définir. Il peut y en avoir de diverses sortes. C'est un mot qu'il est difficile de manipuler de façon très stable parce que, comme l'explique Paul Valéry, la liberté, c'est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus qu'ils ne parlent, qui demandent plus qu'ils ne répondent, de ces mots qui ont fait tous les métiers et desquels la mémoire est barbouillée de théologie, de métaphysique, de morale et de politique. Mots très bons pour la controverse, la dialectique, l'éloquence, aussi propres aux analyses illusoires et aux subtilités infinies qu'aux fins de phrases qui déchaînent le tonnerre. Donc la liberté, c'est un concept évidemment central dans la philosophie et dans la théorie politique. C'est un concept qui évidemment nous pose aussi beaucoup de questions aujourd'hui en France en 2020, hein, quand un certain nombre de libertés fondamentales sont foulées aux pieds par les pouvoirs politiques, comme la liberté de manifester, la liberté d'avoir un regard critique sur l'institution policière, la liberté de faire de la recherche financée par l'État, la liberté de faire des études à coût relativement modique. On est dans une période où il y a de grandes menaces, où il y a des véritables reculs à travers une dérive autoritaire de l'État. Ça nous pose des questions. Aujourd'hui, j'effectue cette conférence devant vous dans ma chambre. Vous êtes vous-même peut-être dans la vôtre au moment où vous l'écoutez, puisque nous sommes confinés par des mesures donc restrictives à la liberté de circuler. Nous n'avons pas pu nous réunir, je le regrette bien, mais j'espère en tout cas qu'on aura tout à l'heure, au moment de notre échange en direct, après que vous ayez vu cette vidéo enregistrée, des échanges intéressants et constructifs. La liberté, vous disais-je, c'est un thème central de la philosophie et de la théorie politique. C'est aussi un enjeu continuel à l'intérieur de nos existences. Et pour vraiment l'appréhender, cet enjeu, je pense qu'il est important de ne pas traiter la liberté comme une sorte de totalité. Il n'y a pas d'état chimiquement pur, il n'y a pas de liberté totale, cela n'existe pas, et à l'inverse, il n'y a pas non plus d'état de privation de liberté totale. Hein. On est toujours dans quelque chose qui est de l'ordre de l'entre-deux, quelles que soient les conditions objectives dans lesquelles on se trouve. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de liberté totale? Ça n'existe pas. Parce que pour imaginer une liberté totale, il faudrait imaginer un être humain totalement délié de tout lien avec d'autres êtres humains, en dehors de la société civile, parce que la société civile édicte des lois qui sont forcément des limites à la liberté totale, mais même à l'intérieur d'une liberté totale qui serait de l'ordre de l'état de nature, les philosophes du contrat social s'accordent à peu près tous pour dire que l'état de nature n'est pas un état de liberté, dans la mesure où, même si l'être humain dans cet état-là n'aurait aucun maître, n'aurait aucune règle à laquelle obéir, eh bien, d'une certaine façon, il serait tout de même déterminé par ses pulsions et par ses désirs, et il n'aurait finalement même pas de quoi négocier avec ses pulsions et ses désirs. Il en serait donc probablement l'esclave, un petit peu à l'instar de l'animal, qui est le jouet de ses instincts. À l'inverse, on pourrait imaginer des états de privation de liberté dramatiques, et d'ailleurs on n'a pas besoin de les imaginer, ils ont existé dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de l'humanité. Mais même à l'intérieur de ces états de privation de liberté drastiques en termes de conditions objectives, même dans le système le plus oppressif, le plus carcéral possible, si l'on suit par exemple Jean-Paul Sartre, il faut admettre qu'il reste toujours des parcelles de liberté, au moins intérieures, pour l'être humain, hein, qui est presque, pour Sartre d'ailleurs, condamné à être libre
en toutes circonstances. Les stoïciens aussi de l'Antiquité nous donnent des éléments pour expliquer à quel point finalement l'homme est toujours propre à s'autodéterminer, même dans les conditions qui sont objectivement les plus rigoureuses et les plus cadrées, les plus attentatoires à sa liberté. Donc, s'il n'y a pas d'état chimiquement pur de la liberté, ni liberté totale, ni absence totale de liberté, il faut peut-être envisager qu'il y a en fait au cœur de toute vie humaine une dynamique de la liberté, un plus ou moins grand degré de liberté qui se configure différemment selon les différents cadres de la vie sociale dans lesquels on envisage la chose. Et il faut aussi admettre une chose peut-être un petit peu paradoxale, c'est que au fond, peut-être que l'être humain ne souhaite pas toujours être libre. Peut-être que l'être humain souhaite une certaine part de contrainte, une certaine part de cadrage, et que la liberté totale, en fait, peut être quelque chose, si en tout cas on pouvait tendre vers cet objectif, ça pourrait être vu aussi comme quelque chose de très effrayant, parce que la liberté totale, c'est aussi la responsabilité totale, et on voit bien que très souvent les êtres humains cherchent à échapper à cet état-là. Alors, on peut envisager la question de la liberté à travers différentes sphères d'existence. Par exemple, on peut l'envisager si on revient aux philosophies du contrat social, chez Thomas Hobbes, chez Jean-Jacques Rousseau, chez John Rawls, par exemple. Ce sont des philosophies qui imaginent en fait la situation des êtres humains qui se regroupent en société civile comme une situation contractuelle, avec l'idée que les individus, en fait, quand ils arrivent dans la société ou qu'ils acceptent d'en faire partie, en réalité, ils acceptent de renoncer à une part de leur liberté. Mais en échange, ils vont acquérir d'autres choses à travers l'interaction avec les autres êtres humains, à travers les règles qu'une société se donne. Ils vont par exemple acquérir la sécurité. Parce que, évidemment, dans l'état de nature, la liberté totale, c'est aussi la liberté de nuire à autrui. Or, dans une société civile qui organise bien les choses, normalement, on peut imaginer qu'il y a des lois qui empêchent de nuire à autrui, ce qui fait que si l'exercice de ma liberté va dans un sens qui est défavorable à autrui, alors normalement, il y a des lois pour m'empêcher d'exercer cette liberté. En retour, je suis moi-même sécurisé par le fait que les autres n'ont pas le droit d'empiéter sur une part inaliénable de ma liberté. Ils n'ont pas le droit, par exemple, d'empiéter à ma vie, d'empiéter à mes biens, parce qu'il y a des lois qui sont là pour, en quelque sorte, cadrer tout ça. Donc l'obéissance à la loi, quand elle est contractualisée, eh bien, d'une certaine façon, elle est un renoncement de liberté, objectivement, mais au fond, peut-être pas tant que ça, puisque avec la sécurité qui est acquise avec ce renoncement de liberté, c'est peut-être finalement, peut-être, hein, une liberté plus grande qui nous attend, la sécurité étant aussi une des conditions de la liberté. C'est la même chose par rapport à la sécurité économique, la sécurité financière. Il apparaît que dans une société, et ça Karl Marx par exemple l'a très bien montré, on peut avoir les mêmes lois pour tout le monde, ce qui donne a priori les mêmes libertés à tout le monde, ce qui donne une sorte d'égalité des conditions vis-à-vis de la liberté, mais dans le fond, à partir du moment où on a assez d'argent pour ne pas avoir de patron, assez d'argent pour n'être pas dépendant d'un travail, assez d'argent pour pouvoir accomplir ce que l'on veut quand on le veut, dans le respect des lois évidemment, eh bien, on est objectivement beaucoup plus libre que si on est, par exemple, un ouvrier qui a du mal à boucler les fins de mois, qui ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il n'a pas assez d'argent, qui est dépendant d'un patron, qui est dépendant d'un travail, donc de tout un système disciplinaire. Ça amène évidemment aussi à se poser la question de la liberté, de la distinction entre la liberté et la capacité, comme l'a bien montré Thomas Hobbes, par exemple, philosophe anglais du XVIe siècle, du XVIIe siècle, c'est-à-dire l'idée que, au fond, si nous ne sommes pas forcément capables de faire certaines choses, ce n'est pas toujours, ça peut être par un manque d'argent qui est une inégalité objective, mais ça peut être aussi tout simplement parce que nous n'en sommes physiquement pas capables. Je n'ai pas la liberté de voler dans les airs, par exemple, comme le fait l'oiseau. Pour autant, est-ce que cette incapacité est un manque de liberté?
Voilà, a priori, ce serait peut-être excessif de dire que oui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut distinguer en fait entre, comme nous y invite le philosophe politique Isaiah Berlin, entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. Et la liberté des modernes, ça a été, à la suite notamment de l'abolition de la monarchie et de la constitution des sociétés démocratiques bourgeoises, la liberté des modernes, ça a été une liberté formelle, au fond. C'est-à-dire, voilà, une liberté de conditions devant la loi, une liberté réglementaire. Mais cette liberté, comme on l'a vu avec Marx, n'avait pas forcément la même valeur, la même portée pour tout le monde, selon l'inégalité des conditions sociales. La liberté des anciens, c'était une liberté qui, dans l'Antiquité, était surtout associée au pouvoir agir dans la société, au pouvoir agir dans la vie de la cité. La liberté était indissociable de la capacité à intervenir politiquement. Or, là aussi, alors évidemment, chez les Grecs, cette liberté-là, elle était le fait, la société athénienne, par exemple, d'une petite minorité de citoyens, et elle était acquise par le fait que ces citoyens avaient du temps, avaient de l'argent, dans la mesure où ils avaient des esclaves. Donc c'était une liberté qui était acquise, si l'on veut, sur le prix d'une très grande restriction de liberté pour une grande partie de la population. Mais aujourd'hui aussi, on peut se poser cette question, où est la liberté des anciens? C'est-à-dire, est-ce que la liberté d'agir politiquement, la liberté d'intervenir dans l'espace public, pour porter des idées, pour défendre certains idéaux, elle aussi, elle est inégalement répartie en fonction des conditions sociales objectives dans lesquelles on vit, et en fonction parfois d'un appareil d'État qui prend son rôle d'exercice de la violence légitime, pour reprendre le terme de Max Weber, un petit peu trop au sérieux, et je dirais peut-être qu'il lui donne une étendue beaucoup trop grande pour respecter les droits fondamentaux des citoyens. Intervenir politiquement demande des capacités, intervenir politiquement demande du temps, intervenir politiquement demande une certaine aisance, parfois financière, et là encore, la liberté des anciens, aujourd'hui, elle est très inégalement répartie, et on voit bien d'ailleurs qu'un des grands problèmes de la classe politique actuellement, c'est que c'est les conditions de recrutement, hein, du personnel politique, qui est un personnel politique quasi exclusivement recruté dans les rangs de la bourgeoisie, qui a fait des classes prépa, qui a fait des grandes écoles, et qui, d'une certaine façon, est déjà doté d'un très riche capital culturel et économique, qui lui permet d'accéder au poste de direction. Après, on pourrait se demander effectivement si ces grands bourgeois qui accèdent au poste de pouvoir ont pris suffisamment le temps de se former eux-mêmes en termes philosophiques, en termes humains, en termes culturels, et quand on voit aujourd'hui le pouvoir auquel on a affaire, on peut en douter. Mais en tout cas, cette question de la liberté en tant qu'intervention, en tant que capacité d'agir, elle est aussi très importante. On pourrait aussi déplacer le problème de la liberté par rapport aux institutions qui nous entourent. C'est une autre sphère dans laquelle la dynamique de la liberté opère. Les institutions, c'est pas forcément comment dire, les bureaux administratifs, les lois, etc. C'est aussi des choses comme la famille, comme le mariage, comme le couple, comme l'école, par exemple, hein. C'est-à-dire des grandes structures, en fait, qui nous entourent et qui, d'une certaine façon, nous posent des questions parce que nous sommes un petit peu obligés dans nos vies de nous déterminer par rapport à elles. Et il est évident que lorsqu'on est en couple, par exemple, on est moins libre que lorsqu'on est célibataire. Il est évident que si jamais on est père ou mère de famille, si on a des enfants à charge, on est moins libre que si on n'en avait pas, hein. Et ainsi de suite. Et donc ça pose la question d'ailleurs du degré, de la façon dont la liberté pèse en fait comme but à atteindre dans nos vies par rapport à d'autres choses comme des liens avec des proches par exemple qui peuvent être constituer en fait des buts fondamentaux qui semblent prioritaires à certains moments et ça montre aussi à quel point finalement les êtres humains n'ont pas forcément toujours envie notamment lorsqu'ils fondent des familles, des couples, etc., lorsqu'ils s'inscrivent dans des systèmes institutionnels, ils n'ont pas forcément toujours envie d'être pleinement libres, puisque la très grande liberté
va aussi avec peut-être une très grande solitude, peut-être aussi avec une très grande responsabilité dans la façon de mener sa vie, qui est peut-être jugée effrayante par nombre d'êtres humains. Et même si on s'accorde sur l'idée qu'on est peut-être plus libre, plus on est seul, plus on est isolé, en même temps, on en revient toujours à à des questions fondamentales liées à nos constitutions d'êtres humains, c'est-à-dire par exemple à notre gestion de nos désirs, à notre gestion de notre consommation, que ce soit de nourriture, que ce soit de drogue, hein. Est-ce que la personne qui a absolument besoin de boire un verre, est-ce que la personne qui fume une cigarette, est-ce que la personne qui prend des drogues, est-ce qu'elle est libre lorsqu'elle le fait, ou est-ce qu'au contraire, elle est dépendante en fait de quelque chose qui est au fond d'elle et qui lui intime d'ingérer ces produits. Est-ce que lorsqu'on va dans le sens de notre désir sexuel, est-ce qu'on est libre en accomplissant cette action-là, ou est-ce qu'au contraire on cède à notre pulsion? Ce qui voudrait dire que d'une certaine façon, peut-être le renoncement serait un acte plus libre que le fait de céder à certaines pulsions. Certains auteurs, comme Albert Camus ou André Gide, dans la littérature, ont essayé aussi de théoriser un peu la liberté comme étant une façon, comme les surréalistes aussi, comme étant une façon d'accomplir des actes totalement arbitraires, totalement dénués de tout lien de causalité avec une quelconque nécessité intérieure, hein. L'étranger de Camus, lorsqu'il tue un homme, Gide dans les caves du Vatican, etc. André Breton, lorsqu'il dit que l'acte surréaliste de base, ce serait de descendre dans la foule et puis de tirer au hasard, sans avoir, voilà, sans le faire par une motivation particulière, autre que celle d'affirmer la très grande liberté de l'homme, celle même de s'extraire en fait du régime de ses désirs, du régime de ses pulsions. Alors à ce niveau-là, évidemment, on pourrait convoquer aussi des philosophes, hein, par exemple Spinoza et Nietzsche, qui ont beaucoup parlé justement du fait que à chaque fois que l'homme se croyait libre, il s'illusionnait parce qu'en fait, il était avant tout déterminé. Il y a énormément de choses qui nous déterminent et qui jouent sur nous, y compris lorsque nous accomplissons des actes qui nous paraissent relever de notre plus fondamentale liberté. La Boétie, dans son discours sur la servitude volontaire aussi, s'est posé la question de savoir pourquoi les êtres humains qui pourraient a priori être libres, totalement libres, se donnent des maîtres, hein, élisent des représentants ou se mettent sous la coupe des rois. Bon, on en revient à la question de est-ce que la sécurité que les lois d'une société prodiguent n'est pas plus avantageuse que l'état de liberté totale de l'état de nature. Sigmund Freud va plus loin en un sens parce que finalement il montre que nous sommes régis par des pulsions inconscientes, c'est-à-dire qu'il y a même des choses qui agissent sur nous au moment où nous croyons exercer notre plus grande liberté et des choses dont nous n'avons même pas conscience. Ce qui revient à dire aussi que d'une certaine façon, nous ne sommes même pas libres par rapport à notre passé, puisque ce qui sédimente l'inconscient, c'est aussi tout notre vécu, hein. Et notre passé nous tiendrait en quelque sorte captifs et nous enjoindrait d'aller dans certaines dynamiques, du côté de certaines énergies de vie, et ce qui passerait pour des actes a priori choisis par nous serait en fait uniquement le résultat de ce déterminisme extraordinaire. Bon, voilà globalement, hein, ce qu'on pourrait dire sur la question de la liberté. Et je fais ce petit préambule avant d'arriver au cinéma pour dire que, au fond, si on envisage la liberté sous tous ces aspects-là, hein, la liberté politique, la liberté par rapport aux lois, la liberté par rapport à l'argent, par rapport à nos désirs, par rapport aux institutions et aux autres êtres humains qui nous entourent, eh bien, on se rend compte que le thème de la liberté, en fait, c'est un thème absolument universel, qu'on va retrouver sous une forme ou sous une autre, absolument dans tous les récits de cinéma. Pour peu qu'un film raconte quelque chose, il sera toujours question, d'une façon ou d'une autre, de la liberté. Il sera toujours question de la gestion, de la négociation que des individus placés dans certaines situations
font de leur liberté, peut-être de la lutte qu'ils mènent, de la quête qu'ils mènent pour acquérir davantage de liberté par rapport à une configuration des choses qui soit les opprime, soit les enferme, soit les contraint. Donc si on envisage la liberté sous cet angle-là, le corpus de films qu'on pourrait soumettre à l'étude serait absolument énorme. Alors, je vais le restreindre un petit peu ce corpus en partant d'une définition, en fait, enfin d'une acception, pardon, tout à fait basique, en fait, de la liberté par rapport notamment à l'état de captivité. Mais ce que je voudrais dire avant, c'est clarifier un tout petit peu le rapport entre le cinéma et la pensée, puisqu'il s'agit ici de penser la liberté avec les moyens du cinéma. Je ne voudrais pas réduire ici la fonction du cinéma à n'être que l'illustration fictionnelle d'une réflexion sur la liberté qui aurait déjà trouvé complètement sa formulation ailleurs. Alors, je suis bien conscient que le cinéma aide à réfléchir sur le monde, que c'est une des fonctions premières qu'il a, et que devant toutes les fictions cinématographiques, eh bien, les spectateurs, les critiques, toutes sortes d'acteurs sociaux se servent de ce que racontent les films pour réfléchir, pour méditer sur les questions que les films mettent en avant. Ça, c'est une des fonctions premières du cinéma dans l'espace public, et il ne s'agit pas ici pour moi de la nier, ni même de la décrier, mais je voudrais, moi, essayer d'aller un petit peu plus avec vous aujourd'hui en profondeur dans la question de la pensée de la liberté par le cinéma. Et je voudrais essayer de comprendre, enfin de vous proposer quelques exemples pour essayer de comprendre comment le cinéma pense de façon spécifique la question de la liberté. C'est-à-dire comment il la pense par ses moyens propres, ses moyens expressifs propres, qui sont notamment la mise en scène de cinéma, incluant la caméra, et le montage, tout ce qu'on peut créer par la mise en relation des images. Et ça, ce sont des éléments qui sont vraiment des éléments de langage que le cinéma a en propre. Et l'hypothèse que je voudrais faire, c'est que en mobilisant ces éléments-là, les films peuvent nous donner accès à une compréhension renouvelée du problème de la liberté. Ils peuvent nous donner accès à des dimensions sensibles autour de la question de la liberté qui seraient inexprimables autrement que par le cinéma. Notamment parce que ce sont des configurations sensibles qui vont mettre en jeu le rapport entre les corps et l'espace, le rapport entre le mouvement et l'énergie. Si on parle de la dynamique de la liberté, ça veut dire qu'il n'y a jamais d'état chimiquement pur ou stable de la liberté, c'est que c'est toujours une dynamique, un flux et un reflux, une plus ou moins grande liberté, un plus ou moins grand degré de liberté dans les différentes sphères de nos existences. Et ça tombe bien parce que si on parle de mouvement ou de rupture, eh bien l'image mouvante du cinéma, les ruptures du montage sont un langage peut-être idoine justement pour prendre en charge cette dynamique de la liberté, pour nous amener à ce sujet en fait de nouveaux éléments de compréhension. Peut-être pas forcément une compréhension immédiatement intellectuelle, discursive, mais en tout cas une compréhension physique, une compréhension émotive, une compréhension sensible de ce problème de la liberté. C'est un petit peu l'hypothèse que je voudrais faire à partir de films, donc Le Pèlerin de Charlie Chaplin et Le Faux Coupable d'Alfred Hitchcock, qui sont des films qui posent le problème de la liberté de façon extrêmement littérale, puisque on a la dialectique liberté-captivité. Donc, dans Le Pèlerin, on nous raconte l'histoire d'un évadé de prison qui est en cavale. Et dans Le Faux Coupable, on nous raconte l'histoire d'un homme autrefois libre, enfin en tout cas non captif, non retenu en prison, qui va être injustement accusé d'un crime que toutes les preuves tous les éléments de l'enquête vont accabler, et qui va se voir progressivement tout au long d'une très grande, enfin d'une procédure très cruelle et très longue, va se voir progressivement dénué de ses droits à la liberté, va se voir progressivement placé de plus en plus profondément en détention. Donc ce sont des situations narratives qui sont relativement exotiques, entre guillemets. Je veux dire par là que la plupart des gens ne les vivront jamais eux-mêmes.
et on peut le souhaiter, hein, ne jamais vivre ce genre de situation, ne jamais être un justiciable, ne jamais être un accusé dans un procès, ne jamais être un prisonnier ou un évadé. Mais comment est-ce que ces films, du coup, vont communiquer avec nos propres expériences, au-delà de la façon dont ils vont nous permettre de méditer sur la condition des prisonniers ou des justiciables? Eh bien, peut-être parce que ces films vont réussir, et c'est l'hypothèse que je fais, c'est la raison pour laquelle je les ai choisis, grâce au pouvoir, grâce à la mobilisation des pouvoirs de la mise en scène et du montage, ces films peuvent extraire de leur anecdote exotique, de leur scénario exotique, entre guillemets, des structures sensibles de la liberté, une dynamique sensible de la liberté, que l'on pourrait retrouver en fait dans d'autres situations de vie, dans d'autres dynamiques, dans d'autres configurations dans lesquelles nous sommes placés. Et dans ce cas, ce mouvement sensible de la liberté, de flux et de reflux, pourrait nous concerner en fait tout autant que il concerne les personnages principaux de ces deux films. Voici l'hypothèse donc que je vous convie à présent à examiner en prenant d'abord l'exemple du film de Charlie Chaplin, Le Pèlerin. Pour ce faire, je vais à partir de maintenant diffuser des extraits, les commenter, parfois en les accompagnant avec le son, parfois non. Pour Le Pèlerin, ce sera jamais puisque c'est un film muet, donc je vais simplement vous couper l'accompagnement musical, mais ce n'est pas trop grave. Je supprime, voilà qui est fait, le petit médaillon par lequel vous me voyez jusqu'à maintenant, afin de ne pas encombrer l'écran. Et avant de démarrer avec cette version du Pèlerin, qui est une version un petit peu douteuse, je crois qu'elle est un petit peu anamorphosée au niveau de l'écran, au niveau du ratio de l'écran, vous m'en excuserez, c'est la seule version dont je dispose. Et à partir de ce film, donc, nous allons nous poser les questions que j'ai présentées jusqu'à présent. Ce film, Le Pèlerin, c'est donc un film réalisé par Charlie Chaplin en 1923. Je ne crois pas nécessaire de présenter Charlie Chaplin. C'est un cinéaste et comédien qui réalise et qui joue donc dans ses films, qui a énormément travaillé sur le langage particulier du cinéma muet, qui est avant tout un langage visuel, hein. Le cinéma muet, c'est un cinéma dans lequel le monde apparaît libéré du poids sensible des bruits et libéré aussi en grande partie, même si de temps en temps on a des intertitres, du poids psychologique des dialogues. Qui sont souvent explicatifs. Alors, le cinéma muet est vraiment le territoire du burlesque, et Chaplin est un des grands cinéastes burlesques avec Buster Keaton et Harold Lloyd. C'est le territoire du burlesque parce que on est dans un univers silencieux dans lequel il ne s'agit plus que du rapport d'un corps à l'espace, au fond, qui est un peu le thème central du cinéma burlesque de façon générale. Et c'est la raison pour laquelle Chaplin, qui avait acquis aussi un statut très très important, très dominant hein, dans l'industrie cinématographique, il était vraiment la grande star du cinéma dans la première moitié du XXe siècle. C'est la raison pour laquelle il a pu également continuer à faire des films muets, même après que le cinéma soit devenu industriellement sonore et parlant, donc après la fin des années 20, le début des années 30. Il a continué à réaliser des films comme Les Lumières de la Ville en 31, Les Temps modernes en 36, Le Dictateur en 40. Peut-être un peu moins pour Le Dictateur, mais au moins pour les deux premiers, des films qui, globalement, sont tournés comme des films muets, même s'ils incorporent un tout petit peu le son enregistré à certains de leurs moments ou sur certaines de leurs dimensions. Chaplin a pu se permettre ça parce qu'il avait ce statut de superstar incontesté, et cette fidélité au langage du cinéma muet qui a finalement et dont on a perdu quelque chose quand le cinéma est devenu sonore et parlant, est quelque chose de très touchant et montre bien aussi que le film muet, le cinéma muet n'était pas, contrairement à ce que l'épithète cinéma muet semble indiquer, épithète rétrospective bien sûr,
ce n'était pas un cinéma handicapé, en fait. C'était un cinéma qui était absolument plein et entier. C'était une forme de spectacle tout à fait enthousiasmante et tout à fait parfaite dans sa matière expressive. Et quand le cinéma est devenu industriellement sonore et parlant, bah, finalement c'est presque un autre art, quelque part, qui s'est développé, parent du premier, mais différent. Mais il ne faudrait pas voilà, prendre le cinéma muet comme un cinéma boiteux, handicapé, auquel il manquerait quelque chose. Au contraire, c'est un cinéma qui a tiré vraiment parti de son silence et de la grande liberté qu'il y avait dans les images, de la grande attention visuelle qu'il demandait à ses spectateurs. Et Charlie Chaplin a vraiment été un des grands artistes de ce cinéma-là. Il tourne Le Pèlerin, donc, qui est un moyen métrage qui dure une cinquantaine de minutes, en 1923. Et c'est le dernier film qu'il tourne pour le studio de la First National. C'est intéressant de noter pour l'anecdote qu'à chaque fois que Charles Chaplin tourne un dernier film pour un studio pour se libérer de son contrat, c'est toujours une histoire d'évadé de prison. C'est le cas aussi pour L'Aventurier en 1917, qui était le dernier film qu'il tournait pour le studio de la Mutual. Alors c'est intéressant aussi parce que tout à l'heure je vous montrerai la scène finale du pèlerin et on voit vraiment un personnage incarné par Chaplin lui-même qui dit au revoir à un espace du passé et qui se lance avec confiance vers un espace de l'avenir. Alors peut-être que voilà, c'était l'aventure de la United Artists qui allait vraiment démarrer à ce moment-là et dont Chaplin était un des grands acteurs. Mais bon, passé cet aspect biographique, de quoi parle le pèlerin? Eh bien, le pèlerin, c'est l'histoire d'un évadé de prison, donc incarné par Charlie Chaplin lui-même. Là, on voit ici le motif des grilles de la prison qu'on peut retenir puisqu'il va revenir plus loin dans le film. Un évadé de prison qui va se déguiser en pasteur pour dissimuler sa cavale. Une cavale donc qui n'est pas ignorée puisqu'on voit ici qu'on colle un avis de recherche avec son portrait. Donc comment a-t-il trouvé cet habit de pasteur? Eh bien, il l'a simplement dérobé à un véritable pasteur qui était en train de faire quelques brasses dans un lac et qui va se retrouver à son retour avec une défroque de bagnard que le personnage incarné par Chaplin lui a laissé en échange. Alors cette situation d'évadé qui est continuellement sur ses gardes, volontiers paranoïaque, le voici, il est amené à décrypter le monde autour de lui hein, comme un univers de signes menaçants, à se méfier de tous les représentants de l'autorité, va être la source de tous les premiers gags du film, notamment ceux qui sont justifiés donc, par sa situation dramatique. Il est sensible à ne pas être reconnu par un policier. Donc se met en place en permanence en fait un jeu du chat et de la souris, hein, une intranquillité fondamentale pour ce personnage, libre en apparence, mais en fait toujours menacé d'être captif. Alors ça c'est quelque chose qui est motivé par la situation dramatique et qui n'est pas très surprenant. Mais il y a d'autres choses plus profondes que le film traite à travers la mise en scène burlesque du corps dans l'espace, du corps avec le décor. Ce sont des moments qui vont aborder une résonance particulière, qui vont arborer pardon, une résonance particulière pour la thématique que je vous propose d'examiner, c'est-à-dire la façon dont le cinéma pense par ses moyens propres la notion de liberté. Alors voici, vous allez assister à présent à deux gags qui vont se succéder l'un l'autre et qui posent tous les deux cette question. Je vous propose de visionner cet extrait pendant une petite minute 30 et ensuite on y reviendra pour quelques commentaires.
Voilà, donc petit retour auparavant, hein, pour montrer que finalement le premier gag, c'est le moment où Chaplin veut laisser au hasard le choix du lieu de sa vie future. Et sur le tableau sur lequel il va choisir une destination, en fait, il y a toutes sortes de villes, hein, New York, Buffalo, Cleveland, Chicago, et puis il y a évidemment Sing Sing, et c'est là-dessus que le choix du hasard ou de la fatalité tombe. Et l'effet comique ici repose beaucoup sur l'anticipation, parce que nous avons le temps, avant même que Chaplin opère ce choix à l'aveugle, de lire les destinations et de repérer que Sing Sing, qui est, comme vous le savez sans doute, le nom d'un célèbre pénitencier aux États-Unis, que Sing Sing fait partie des destinations. Donc nous avons le temps de comprendre que fatalement le choix de l'évader au hasard va se porter là-dessus. C'est vraiment un gag par anticipation qui travaille sur l'idée d'une forme de fatalité, hein, l'idée de quel que soit son désir d'évasion, il va toujours revenir à un état de captivité. Le second gag, lui, fonctionne de façon un petit peu différente. Ça va être ici, c'est le moment où il va acheter le ticket pour une petite ville au nom difficile. Voilà, c'est très bref, hein, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est agrippé au barreau, et ça c'est vraiment un réflexe de prisonnier. Or, le personnage incarné par Chaplin a la peur bleue que ses réflexes de captivité le trahissent. En fait, il est toujours en train d'essayer de maîtriser ses habitudes de bagnard, ses habitudes de prisonnier, parce qu'il pense, à juste titre peut-être, que ces habitudes-là risquent de le trahir. Donc ce second gag, il est intéressant parce que lui, il fonctionne non pas de manière anticipée comme le premier, mais de façon rétrospective. À la limite, nous n'avons pas vraiment le temps de penser que la pose de Charlie Chaplin à ce moment-là a quelque chose de très problématique. C'est sa réaction au moment où arrive l'employé, au moment où il décroche les mains, qui nous fait comprendre rétrospectivement que pour lui, cette pose est un signe de captivité. Et en fait, le pèlerin va raconter, il va y avoir une intrigue principale que je vais vous raconter dans un instant, mais il y a aussi une intrigue secondaire, une sorte de récit secondaire qui parcourt tout le film. C'est le récit d'un homme qui lutte contre les réflexes de son propre corps, qui lutte contre ses réflexes, les résurgences de ses réflexes de captivité. Et ça va être une source importante et en même temps très drôle et en même temps très grave du burlesque que le film va développer, parce qu'on est vraiment là au cœur du rapport que le fugitif entretient avec son environnement, avec tous les éléments de l'espace autour de lui. Il y a vraiment un drame de l'espace en fait dans Le Pèlerin qui est ici incarné à merveille par ce combat permanent contre les résurgences de réflexes de captivité. L'intrigue principale, elle, de son côté, elle va démarrer en fait lorsque le personnage de Chaplin descend du train. Alors voici un autre réflexe de captivité. Il voit un shérif et il se dit bon, c'est fini. Mais en réalité, ce shérif est là pour accueillir le nouveau pasteur de cette petite ville qui attend un nouvel officiant. Et comme Chaplin descend à cette gare, tout le monde pense que c'est lui le pasteur et il ne peut pas les démentir. Il ne peut pas démentir cette petite communauté, étant donné que s'il le fait, il risque d'être démasqué. Donc c'est ça l'intrigue principale, c'est que la mystification en fait des villageois, il va falloir que Chaplin joue le rôle du pasteur, au risque sinon de trahir sa véritable identité. Et c'est là que l'intrigue secondaire, le récit secondaire de sa lutte corporelle pour maîtriser ses réflexes de captivité qui pourraient le trahir, va intervenir en permanence. Et les deux histoires en fait vont se regrouper, vont se rejoindre au moment de la fameuse scène très célèbre du film, dans lequel le pasteur, à peine arrivé, doit tout de suite célébrer un office. Et évidemment,
Chaplin, repris de justice depuis on ne sait combien de temps dans ce film, enfin son personnage en tout cas, n'a aucune notion de ce que ça peut être que de conduire un office dans une église. Alors on va voir ici que la mise en scène va déjà moquer le rituel de l'institution religieuse de façon très audacieuse pour l'époque, mais elle va surtout insister beaucoup sur le côté disciplinaire, sur le côté corseté de cette mise en scène religieuse, de cette scénographie religieuse, et notamment Chaplin va faire le parallèle par la mise en scène avec le rituel, un autre rituel très corseté, très codifié, c'est celui de l'institution judiciaire. Donc je vous propose de visionner quelques dizaines de secondes de cet extrait qui nous permettent de travailler cette question-là. Voilà, donc deux moments particuliers. Le premier, bah, c'est celui évidemment où le box des choristes ressemble furieusement à un box de jurés dans une cour d'assises. C'est pour ça que le film, craignant peut-être ici que les spectateurs ne comprennent pas tous, nous l'indique de façon très visible avec la surimpression du chiffre 12. Et l'autre moment, l'autre gag qui est aussi génial, qui est une vraie résurgence d'un réflexe de captivité, c'est le moment où on tend une Bible à Chaplin, et donc le réflexe, c'est de lever la main droite pour, comme au tribunal, prétendre que l'on va dire toute la vérité, rien que la vérité. Mais ce n'est pas ici ce qui lui est demandé. Alors on remarque aussi que dans toute cette séquence, eh bien, il y a derrière Chaplin en permanence ces fenêtres avec des barreaux, hein, qui sont voilà, une codification symbolique dans le décor qui lui rappelle toujours sa situation en sursis par rapport à la question de la captivité. Mais ce qui est vraiment alors, à la fois très drôle et assez bouleversant dans cette grande scène de l'église, qui est un vrai morceau de bravoure, c'est qu'on va y voir un personnage conquérir sa liberté, en fait, en jouant le rôle qui lui a été attribué par les circonstances. En effet, il faut qu'il réussisse à se faire passer pour un pasteur. S'il ne réussit pas, il risque d'être démasqué et là, pour le coup, d'être remis en prison. Et ce n'est pas un hasard si cette émancipation relative, hein, cette façon de conquérir sa liberté en donnant le change, va passer par notamment un sermon pantomime, puisqu'on est dans l'art du muet, donc vous allez voir comment Chaplin ne fait que esquisser avec le langage verbal des intertitres la parabole en question, avant de continuer à la raconter avec le corps, en la mimant, de façon donc purement visuelle. Et cette parabole, ce n'est pas un hasard si c'est celle de David et Goliath. La parabole biblique de David et Goliath, c'est une parabole du plus faible contre le plus fort, c'est le succès du plus faible contre le plus fort grâce à la ruse, hein. Et c'est quelque chose que Chaplin a énormément travaillé dans ses films, parce que c'est un ressort burlesque permanent, notamment pour lui qui avait un corps relativement gringalé, qui est souvent soumis à des grosses brutes auxquelles il arrive à donner le change, à échapper ou à mater, justement par les ressources de l'environnement et les ressources du jeu burlesque. Mais la métaphore de David et Goliath, elle est aussi souvent mobilisée pour décrire les rapports entre la justice, l'appareil d'État, la loi, hein, et le justiciable. Le justiciable, c'est David, et la justice, c'est Goliath, d'une certaine façon. Donc cette métaphore-là de David contre Goliath, pour décrire les rapports du justiciable à l'institution judiciaire, on aura l'occasion d'y revenir pour analyser le cas du faux coupable d'Alfred Hitchcock. Mais ici c'est intéressant parce que c'est vraiment ce sermon-là qui va permettre à Chaplin de s'émanciper de la contrainte de la menace du retour vers la captivité qui plane sur lui, et donc de conquérir sa liberté, et donc d'échapper en fait à la justice
grâce à ce sermon relatif, pas très catholique, si j'ose dire, dans sa gestuelle et dans sa mise en scène, que je vais vous laisser à présent savourer in extenso avant de revenir dessus. Voilà, et puis il y a une vraie jubilation hein, à la fin de cette séquence, et Chaplin insiste beaucoup ici sur cette dimension émancipatrice hein, donnée par le spectacle, sur cette scène qui est la scène de l'église, en mettant donc en avant la jubilation grandissante de son héros. Il y a une forme d'ivresse du rôle qu'il a incarné qui provoque un étonnant oubli de soi et de la gravité de sa situation qui conduit le faux pasteur à célébrer la fin de sa performance en saluant comme un comédien sur les planches d'un théâtre, à la plus grande satisfaction des paroissiens interloqués. Alors cette échappée, elle est cependant que provisoire, cette conquête de liberté, parce que sitôt quitté la scène de cette conquête, le faux pasteur s'aperçoit qu'elle constitue elle-même une nouvelle prison, à savoir une structure bouchée contraignante. Et là encore, ce fait s'incarne directement dans la scénographie spatiale. Comme souvent dans le cinéma muet, tout passe par le langage du corps, des gestes et des déplacements. À peine le héros cherche-t-il à s'échapper par la fenêtre qu'il tombe nez à nez avec le shérif suspicieux, auquel il va donner le change, bien sûr temporairement. Mais le message est clair. À la moindre velléité de fausser compagnie à la communauté d'adoption, le fugitif trouvera sur sa route le représentant de la loi. Le voilà par conséquent coincé dans cette communauté religieuse, prisonnier d'un monde à peine moins oppressant et ritualisé que celui de la prison. Quant à l'impossibilité d'échapper à son passé, elle va se manifester de façon remarquable un peu plus loin sur le chemin entre l'église et la maison des hôtes du faux pasteur, lorsque ce dernier est interpellé par son ancien codétenu, qui s'appelle Picking Pete, qui est fort étonné de le voir défiler dans un habit sacerdotal. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas seulement l'événement narratif que représente cette résurgence du passé de Tollard de notre fugitif, c'est surtout le procédé de mise en scène à travers lequel Chaplin va inscrire cette façon de négocier avec ce passé. Alors, d'abord, on va avoir droit à une image en flashback que je vais vous demander de retenir visuellement. C'est celle-ci qui intervient à ce moment-là, où l'on voit donc le personnage incarné par Chaplin et Picking Pete côte à côte, derrière une structure en barreaux. Hein. C'est presque un couple, pour le coup, selon la posture qu'ils adoptent. C'est un flashback qui a pour vocation à nous donner une information importante. Picking Pete et Chaplin, le personnage qu'il incarne en tout cas, sont d'anciens codétenus. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qui se passe ensuite en termes de composition d'image, parce que Chaplin essaye de repousser Picking Pete, qui risque évidemment de griller sa couverture. Et comment est-ce que ça se passe? Regardez ici.
un plan dans lequel il bat des bras, voilà, comme s'il chassait quelque chose. Sauf que Peking Pete n'apparaît pas dans ce plan. Il est laissé hors champ. Chaplin va refaire ça encore une deuxième fois. Pourquoi ce choix de laisser Peking Pete en dehors de l'écran? Bon, évidemment, ça permet aussi de comprendre que Chaplin est le seul à être conscient de la présence de Peking Pete et pas ses autres personnages, mais en même temps, ça nous donne quand même l'impression, sur ces plans isolés, qu'on a un homme qui est en train de se battre contre quelque chose d'invisible, qui est en train de repousser quelque chose d'invisible. Et ce quelque chose d'invisible, en l'occurrence, il n'apparaît pas à l'écran, mais c'est son passé. Autrement dit, ces deux plans dans lesquels Peking Pete est laissé hors champ et où Chaplin fait des moulinets avec les bras pour le repousser, peuvent aussi se lire comme des plans dans lesquels un homme, en proie à ses propres démons, fait un effort désespéré pour les repousser. Et ces démons viennent de son passé. On retrouve un petit peu l'idée, ici énoncée tout à l'heure en ouverture de cette conférence, que le passé est aussi quelque chose qui nous détermine, qui nous contraint, qui nous emprisonne. Alors la captivité, donc, elle peut être incarnée dans le passé et ses résurgences. Elle peut être incarnée dans le présent et dans ses structures coercitives, notamment comme on l'a vu tout à l'heure avec le shérif. Mais elle peut être également, la captivité, incarnée dans le futur et dans les préfigurations narratives que le personnage peut s'autoriser. Là, je nous emmène un tout petit peu plus loin dans le film, vers la demi-heure à peu près de projection, où on voit le moment où Chaplin s'est finalement intégré convenablement dans cette espèce de famille qui gère les affaires religieuses de cette petite communauté villageoise. Et une romance est en train de naître avec la jeune femme de la maison. Et ce qui apparaît ici, c'est un plan dans lequel, si on le rapporte au plan que je vous ai demandé de retenir visuellement, celui du flashback avec Peking Pete derrière les barreaux, il ressemble quand même à certains aspects. Chaplin est également dans la même sphère de l'écran, à gauche, et son compagnon, ici sa compagne, est à droite, et devant eux, il y a une structure avec des barreaux. Et il y en a significativement d'ailleurs davantage du côté de Chaplin que du côté de la jeune femme. Et la position de la caméra donc insiste déjà sur cet aspect-là. Mais ça va aller plus loin et on va voir que là on n'est pas dans la surinterprétation puisque vraiment Chaplin fait de ces barreaux un élément à la source d'un gag très révélateur. Ne dit-on pas lorsqu'on prévoit peut-être un jour d'épouser quelqu'un, donne-moi ta main. Mais la main reste coincée. Autrement dit, ce qui est inscrit aussi ici dans le jeu burlesque, c'est l'idée qu'il y a quelque chose de carcéral, y compris dans l'univers conjugal, ici, à peine entrevu. Même la vie conjugale, en fait, qui pourrait être enviable a priori pour quelqu'un qui était autrefois un détenu, ne s'envisage pas comme un espace de liberté. On voit donc ici, dans toute la première partie de ce film, comment Chaplin mobilise la capacité du corps burlesque à synthétiser les grands drames de la condition humaine pour toucher à quelque chose d'assez universel au fond, une complexité de cette dynamique de la liberté dans toute vie humaine. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il échappe à la prison que le faux pasteur se trouve dans un état de liberté. Et il n'est même pas certain que cet état de liberté existe, ni qu'il soit même souhaitable en lui-même. C'est ce que va raconter l'ultime séquence du film. C'est après que Peking Pete donc,
ayant le secret du faux pasteur, et réussi à s'infiltrer dans cette maison bourgeoise. Il y a commis un larcin, il a volé de l'argent, et Chaplin, lui courant après, a réussi à récupérer son butin et va le ramener à la jeune femme et à sa famille. Mais il est poursuivi par le shérif qui a compris qui il était parce qu'il a vu l'avis de recherche. Et donc on se dirige vers l'ultime séquence du film qui est vraiment une superbe métaphore burlesque qui est presque une métaphore de philosophie politique, une méditation sur l'état de nature, mettant en jeu le corps, l'espace, le mouvement et l'énergie, c'est-à-dire des moyens propres au cinéma. Donc voici cette séquence, je vous laisse la découvrir en la commentant brièvement de temps en temps. Le shérif doit donc reconnaître le civisme du geste de Chaplin qui a récupéré le butin et qui l'a ramené à sa famille, à la famille de la jeune femme, mais il doit l'emmener en prison parce que le personnage de Chaplin doit purger le reste de sa peine pour laquelle il s'était initialement évadé. Mais soumis à ce dilemme moral, le shérif décide en fait d'amener le prisonnier au niveau de la frontière américano-mexicaine. Son objectif, c'est de le relâcher de façon chevaleresque en lui offrant délibérément l'opportunité de s'échapper grâce à un vieux truc de mélodrame. Un vieux truc que le héros met quand même beaucoup de temps à comprendre. Vraiment beaucoup de temps. En fait, il faut le contraindre à être libre. Revoici la frontière entre deux États au sens des États-nations, mais aussi deux États de vie. Passage brutal de l'autre côté. Nostalgie de l'ancien, perspective nouvelle. Toujours écartelé hein, entre l'ancien et le nouveau. Enfin la liberté, semble-t-il dire. Mais il n'a pas fait d'y mettre qu'il se trouve au cœur d'une fusillade, à laquelle il échappe. Le Mexique est en fait désigné à l'intérieur du film comme un pays dans lequel le héros pourrait jouir d'une liberté totale, une forme d'état de nature,
d'une certaine façon. Sauf qu'on retrouve ici des réflexions de philosophes politiques. L'état de nature, c'est aussi celui dans lequel les hommes sont libres de s'attaquer les uns les autres. Du coup, la liberté totale ne paraît plus si enviable que ça aux personnages, mais en même temps, de l'autre côté, c'est la société civile, c'est les lois qui emprisonnent, l'institution judiciaire qui l'attend. Là, vous devez peut-être entendre des sirènes de police, mais je vous rassure, c'est pas pour nous, hein, c'est dans la rue en bas de chez moi. Et donc, voici Chaplin qui, dans la dernière image du film, est complètement écartelé entre ces deux perspectives de vie. L'état social d'un côté qui emprisonne, de l'autre l'état de nature qui opprime par sa violence. Comment choisir? Eh bien, on ne choisit pas. Et la dernière image du film, c'est Chaplin qui marche en canard le long de la frontière en une brillante incarnation visuelle et scénographique de son indécision. Autrement dit, la question existentielle que le pèlerin traite par sa façon de déployer le corps burlesque dans l'espace fictionnel, donc vraiment par des moyens qui sont dans une grande partie propres au cinéma. Hein, on a vu des choses liées donc à la scénographie, des choses liées au montage, des choses liées au hors-champ. Eh bien, la question qui est traitée, c'est où et comment être libre. Et le constat, c'est que, eh bien, en fait, on ne peut jamais être totalement libre et qu'il est très difficile de choisir même entre différents états dans lesquels la liberté se définit de façon différente. Tout le drame de la condition humaine par rapport aux différents degrés et aux différentes façons d'envisager la liberté semble ici synthétisé dans ce brillant moyen-métrage burlesque de 50 minutes. Alors à présent, on va changer de genre cinématographique en passant dans la sphère du film criminel ou du film noir presque, s'intéressant au film Le Faux Coupable d'Alfred Hitchcock, qui est un film qui date de 1956, The Wrong Man, en version originale. Le Faux Coupable, c'est un film qui intervient dans la carrière d'Hitchcock au cœur d'une décennie absolument fabuleuse en termes de productivité et de créativité. C'est un film qui date de 1956 et entre 1953 et 1963, la carrière d'Alfred Hitchcock, c'est des films comme notamment L'homme qui en savait trop, Fenêtre sur cour, Vertigo, La mort aux trousses, Psychose ou encore Les oiseaux, c'est-à-dire un impressionnant défilé de chefs-d'œuvre. Hein. Très peu de cinéastes ont eu dans l'histoire du cinéma autant de très grands films concentrés sur une période de temps aussi réduite. Donc on est vraiment dans la période qui est le sommet de la carrière de metteur en scène d'Alfred Hitchcock, qui, comme vous le savez, a été un réalisateur de cinéma extrêmement inventif, extrêmement rigoureux aussi. Il était d'une maîtrise, enfin, il avait une obsession pour la maîtrise qui était quasiment proverbiale, mais il a su aussi transcender des sujets, des scénarios qui, tournés par d'autres, auraient pu donner des films de commande peut-être estimables, mais sans rien de particulier, en de véritables odyssées psychanalytiques, métaphysiques, tout ça par le pouvoir décuplé chez lui hein, de la mise en scène et du montage, les deux grands moyens d'expression propres au cinéma, qu'il a réussi à déployer donc à partir d'un matériau que d'autres auraient pu tourner pour faire des produits de consommation banale, et qu'il a lui à mobiliser pour faire surgir du mystère, de la profondeur, des choses relativement violentes et beaucoup plus universelles en fait que ce que simplement le scénario semble raconter. C'est vraiment pour ça que Alfred Hitchcock est très souvent cité comme un modèle à chaque fois que l'on s'interroge vraiment sur les pouvoirs purs de la mise en scène au cinéma, alors même qu'il s'est exprimé dans un contexte de cinéma très commercial, cinéma hollywoodien, cinéma des studios, et dans un système donc très normé dans lequel il était finalement très peu libre, hein, d'une certaine façon. Mais il a réussi à
mobiliser tous les éléments sur lesquels il pouvait agir pour s'exprimer en tant qu'artiste, en tant qu'auteur. Et c'est la raison pour laquelle il est encore aujourd'hui une référence absolument incontournable pour toute personne qui s'intéresse de près à la question de la mise en scène au cinéma. Alors, Le Faux coupable est un film qui, à l'intérieur de cette décennie dorée dont j'ai parlé, peut paraître un petit peu mineur, qu'il est beaucoup moins souvent cité, notamment que des grands classiques comme Vertigo ou Fenêtre sur cour, par exemple. Et pourtant, c'est un film absolument remarquable. Alors, je pense que le fait qu'il soit un petit peu dans l'ombre des autres chefs-d'œuvre de la période, tient au fait que c'est un film qui est un petit peu inégal, dans le sens où sa dernière demi-heure est un moment de la carrière d'Hitchcock qui ne semble pas l'avoir passionné, où il s'agit simplement, a priori, de résoudre le récit, mais ce n'est pas là qu'il déploie de la façon la plus visible son talent de metteur en scène. En revanche, la première heure du film, et c'est celle sur laquelle on va se concentrer, est absolument magistrale, et elle est en plus très originale pour du Alfred Hitchcock à certains niveaux, notamment dans le sens où Hitchcock semble délaisser en quelque sorte l'arme fatale, l'appât spectatoriel fatal du suspense, pour une approche presque documentaire du fonctionnement de l'institution policière et judiciaire. Et ce qui n'empêche pas que cet aspect documentaire soit le lieu d'un véritable déploiement extrêmement précis et extrêmement intéressant des pouvoirs de la mise en scène, qu'on va à présent essayer d'étudier de près. Alors, l'histoire du Faux coupable, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Christopher Balestrero. C'est un nom un petit peu inhabituel pour un personnage de film, parce que c'est le nom véritable de la personne à laquelle est arrivée dans la vie réelle l'histoire que le film raconte. Le film est donc inspiré d'un fait divers qui s'est réellement produit. Christopher Balestrero est incarné par Henry Fonda, qui est un grand comédien de l'âge d'or d'Hollywood, qui a notamment incarné Tom Joad dans la fameuse adaptation des Raisins de la colère, réalisée par John Ford en 1939. On l'appelle dans le film Manny, parce que c'est son nom de scène. Et à un autre moment, vous allez voir qu'on l'appelle Chris, parce que c'est le diminutif de Christopher Balestrero, mais vous allez voir que c'est pas un hasard si ce diminutif est employé à un certain moment, parce qu'il y a énormément de références religieuses dans le film. Le parcours de Christopher Balestrero, en effet, va vraiment être présenté par le film comme un chemin de croix, et la délivrance à l'issue de ce parcours comme un miracle à proprement parler. Donc voici que va apparaître devant vous Christopher Balestrero, qui est contrebassiste dans un club de jazz. Est-ce un homme libre? Eh bien, ça dépend comment on pose la question. Après tout, c'est un mari et un père de famille, ce qui est déjà une sacrée entrave à la liberté. Et puis, par ailleurs, c'est quelqu'un qui a des soucis d'argent, notamment son épouse doit subir une opération dentaire assez coûteuse et il n'a pas l'argent devant lui, il va être obligé de l'emprunter. Et cet état d'emprunteur va être aussi la cause de son problème ultérieur, comme on va le voir. Mais en tout cas, c'est un homme qui n'a pas maille à partir avec la police ou avec la justice, qui est au-dessus de tout soupçon, qui mène une vie extrêmement rangée et extrêmement sage, donc il n'a pas de problème de captivité. Il est libre d'aller et venir comme il lui plaît dans la sphère dans laquelle il s'inscrit. Et cet homme-là, en fait, eh bien, il va être l'objet, ça va être l'intrigue principale du Faux coupable, d'une accusation et d'un concours de circonstances incroyables, une ressemblance avec un criminel recherché, et puis des éléments de l'enquête qui tournent tous à son désavantage, une absence d'alibi, etc. Bref, un véritable cercle vicieux
une spirale négative de la justice qui va le conduire jusqu'en prison parce qu'on va l'accuser et réunir a priori des preuves pour cela d'avoir été l'auteur de plusieurs crimes à main armée. Mais tout ça ne va intervenir qu'à partir de la 20e minute du film environ, puisque le début du film est vraiment là pour nous présenter la petite vie tranquille de ce personnage, nous permet aussi d'être en empathie avec lui pour la suite, évidemment, et de beaucoup insister aussi sur le fait que c'est vraiment un monsieur tout le monde, un être absolument sans histoire. Mais quand bien même il aurait cette nature-là au début du film, il n'est pas à l'abri que l'étau de la police et de la justice fonde sur lui à un moment donné, et ça dès le début du film. En revanche, Alfred Hitchcock nous le fait bien comprendre, visuellement, par un procédé de mise en scène très intéressant, qui concerne deux plans que nous allons voir tout de suite, avec le son cette fois. Good night, Manning. Good night, John. Voilà, ce sont évidemment ces deux derniers plans. Alors voilà, c'est aussi un grand metteur en scène, c'est aussi quelqu'un qui s'amuse, hein. Et Alfred Hitchcock, ici, s'amuse à nous présenter une forme de hasard de la vie qui fait que lorsqu'il sort du club, Manny se retrouve coincé à l'écran entre deux policiers qui évidemment ne lui veulent absolument rien à ce moment-là, puisqu'ils n'ont aucune raison d'être après lui, hein. Mais déjà le voici dans les taux, hein, en quelque sorte. C'est une véritable préfiguration narrative digne d'un film noir, l'inscription de la fatalité dans le destin. Et si on n'est pas compris lors du premier plan, ça nous est encore souligné lors du second. Mais ce qui est intéressant ici, au-delà de la préfiguration narrative, c'est que finalement cette menace d'un étau policier et judiciaire autour d'un homme qui n'a rien à se reprocher, finalement c'est quand même quelque chose qu'on doit toujours prendre en compte en tant que citoyen. Ça reste quelque chose qui est de l'ordre de la possibilité. Et si on veut penser le problème de la liberté, il faut aussi pouvoir penser la question que selon laquelle bien la captivité et le fait que l'institution à un moment donné soit sur nous, eh bien, c'est une éventualité que tout à chacun peut éventuellement connaître. Les chances sont très minces, évidemment, mais on voit avec l'extension du domaine de la criminalité, de la criminalisation, dans nos sociétés dites libérales, que ces choses-là ne sont pas non plus des choses totalement exotiques. En tout cas, ce que je voudrais souligner ici, c'est que c'est pas juste Manny, le personnage ici du film, qui est concerné, c'est peut-être tout être normal, tout être sans histoire, qui navigue dans la vie avec peut-être l'éventualité qu'un jour cet étau se referme sur lui. Et ça nous permet aussi de poser cette question de la liberté individuelle, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour toutes les personnes qui un jour seront incarcérées, quel qu'en soit le motif. Alors, ça, c'est au début du film, et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, eh bien, nous allons avoir presque une vingtaine de minutes dans lesquelles on accompagne Manny tout au long de sa vie la plus courante. Mais l'interpellation effective du personnage, elle va avoir lieu donc vers la 19e minute du film. Et là, on va voir quelque chose de très intéressant se produire, d'assez subtil, au niveau de la mise en scène. Alors ce n'est pas le soir, mais c'est le petit matin, puisque Manny est donc un musicien dans un club de jazz, donc quand il rentre, il est très tard ou très tôt, hein, selon le point de vue dans lequel on se place. Les policiers l'attendent, on leur a donné son signalement, et quelqu'un l'a reconnu à un moment donné dans la rue et pense que c'est lui qui a commis les attaques à main armée dont il est question. Et donc on va voir, je vais vous proposer de visionner la scène de l'interpellation et on détaillera un petit peu
la subtilité de la mise en scène hitchcockienne ici pour donner l'impression d'une scénographie qui se met en branle, une sorte de grand mouvement sensible qui aspire Manny, qui l'aspire dans un étau cette fois très concret, incarné par ces policiers qui incarnent l'institution de la justice, de la police et de la justice, et à travers les différentes positions de la caméra, à travers le découpage de cette séquence, on sent déjà ce mouvement sensible sans forcément l'intellectualiser, mais en tout cas on le ressent bien, et donc on va s'interroger ensuite sur comment est-ce que Hitchcock nous le fait ressentir. Je vous remets le son pour suivre cette courte séquence. 525. He walks up the steps, it'll probably be him. What do you suppose they call him for short? His first name's Christopher, probably Chris. Hey, Chris. Your name Chris? You calling me? Your name, Christopher Emmanuel Ballestero. Yes, it is. We want to speak to you. We're police officers. What about? We'd like you to come down to the precinct and help us out. I'm just getting home. I'd like to tell my wife if I'm going anyplace. Well, you better come along and tell her later. Where is it? 110th precinct. It won't take long. Shouldn't take long. I'd like to tell my wife. It's all right, Chris. Just a routine matter. Down to the precinct, we'll tell you. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette scène au niveau de la mise en scène? Essayons de le détailler un petit peu. C'est subtil, mais c'est quand même intéressant et très révélateur de l'art de la mise en scène d'Hitchcock, qui est une direction de spectateur, hein, selon ses propres termes, qu'il a donné dans son grand entretien avec François Truffaut. On va avoir une structure en champ contre champ qui va déjà nous permettre de sentir des mouvements qui vont l'un vers l'autre, hein, comme deux vagues. Une vague qui monte, c'est la vague des policiers. Et une vague qui descend, c'est la vague de Manny. Deux mouvements qui vont l'un vers l'autre, mais qui s'interrompent sur ce plan-là. À ce moment-là, les deux groupes de personnages sont à une distance respectable, normale pour un homme qui n'a rien à se reprocher, qui a affaire à des policiers. Et le plan, la position de la caméra latérale, insiste beaucoup sur l'espace qui sépare les deux groupes de personnages, qui est une distance, je dirais, normale, rassurante, sécurisante. Et voici ce qui se passe ensuite. Champ contre champ. Et on arrive sur ce plan-là. Les personnages n'ont pas bougé, les comédiens n'ont pas bougé, probablement au tournage ils ont gardé leur marque, mais la caméra est passée non plus sous l'angle latéral mais sous un angle frontal, et on a joué avec la distance focale pour aplatir la perspective, aplatir le volume, ce qui donne l'impression ici que Manny touche les policiers, qu'il est déjà entre eux, alors même qu'il n'a pas bougé et qu'ils ne l'ont pas encore saisi. Donc quand on compare ce plan-là et la distance respectable qui existe entre les deux groupes de personnages, et celui-ci où la distance est totalement abolie, alors même qu'aucun des deux groupes n'a esquissé le moindre mouvement, on voit qu'en fait le mouvement d'aspiration de Manny à l'intérieur de l'institution s'est prolongé, en fait, même au moment où les personnages étaient arrêtés. Et ensuite, les policiers s'avancent pour le saisir, cette fois de façon très concrète. Alors ce mouvement sensible de Manny entraîné comme dans un grand courant à l'intérieur d'une structure institutionnelle qui est composée à la fois d'un décor architectural et d'agents qui incarnent l'institution comme les agents de police et les agents de l'institution judiciaire, et ben ça va être un enjeu permanent, cette espèce de scénographie d'un grand courant inarrêtable. Ça va être un enjeu permanent de la mise en scène d'Hitchcock, tout au long du chemin de croix, du calvaire que va subir Manny pendant la première heure du film, à travers toutes les étapes qu'il va connaître tout au long de sa privation progressive de liberté au fur et à mesure que les preuves s'accumulent contre lui, au fur et à mesure qu'il descend de plus en plus dans la procédure qui va l'emmener vers l'incarcération.
Mais il y a une autre structure, au-delà de cette scénographie sensible, hein, de ce grand mouvement sensible permanent et très fluide en fait, à l'intérieur de l'institution. Il y a une autre structure de mise en scène, ou même plutôt de montage en fait ici, que Alfred Hitchcock va déployer tout du long. C'est la structure des raccords de regard. Alors qu'est-ce que c'est qu'un raccord de regard? Eh bien c'est un petit fragment de film composé de deux plans. Hein. Plan A, un personnage qui regarde, plan B, l'objet de son regard, ce qu'il est en train de regarder. Ça peut être parfois l'inverse, on a parfois l'objet du regard avant le personnage qui regarde, on peut revenir à l'un après avoir vu l'autre, etc. Et en fait, le Faux coupable, c'est un très grand film sur cette figure de style fondamentale du cinéma, qu'est le raccord de regard. Et ça commence dès ce moment dans la voiture, que je vais vous laisser aussi découvrir avec le son, où nous avons successivement, enfin tout est monté en raccord de regard, nous en avons successivement une demi-douzaine. À chaque fois on revient sur Manny et on repasse sur l'objet de son regard. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est d'abord, alors il y a trois types différents de raccords de regard. Hein. Il y en a un premier ici qui est très intéressant parce que ce qu'on voit dans le fond du plan, c'est le foyer de Manny. Hein. C'est son épouse, on la reconnaît parce qu'on a déjà visité ce foyer au début du film. Là, on est à la 20e minute environ, et c'est aussi à ça qu'a servi le début du film qui nous documentait en quelque sorte la vie de ce personnage, de ce Monsieur Tout-le-Monde. C'est le dernier regard que ce personnage jette sur son foyer. C'est un regard très fugace. Hein, le foyer n'est plus qu'un horizon lointain. Et qu'est-ce qui occupe l'avant-plan de l'image de façon protubérante? C'est cette grosse masse visuelle que constitue le visage du policier assis à la gauche de Manny, qui empêche presque de voir la vie passée, la vie d'homme libre, qui file pour la dernière fois sous les yeux de Manny. Il ne le sait pas encore, mais il ne la retrouvera jamais, cette vie d'homme libre, ce ménage paisible avec son épouse. À la place, en revanche, ce qu'il va avoir, et c'est le deuxième type de rapport de regard, c'est devant lui des policiers, des figures de policiers. Ils font leur travail, ils incarnent l'institution et ils bouchent les perspectives. Manny voudrait regarder la ville de New York, mais à chaque fois quand il tourne la tête autour de lui, ce qu'il rencontre avant tout, c'est un visage de policier qui est une force d'occlusion, hein, qui bouche vraiment la vue. Autrement dit, ce qui se met en place ici, c'est l'idée que la question de la liberté, c'est aussi une question de regard qu'on porte sur le monde. Pouvoir poser librement le regard autour de soi, c'est peut-être une des définitions possibles de la liberté. Et Manny vient de passer dans la sphère où cette liberté, il ne l'a plus. L'idée de pouvoir regarder librement autour de soi, c'est aussi quelque chose qui était présent dans Le Pèlerin de Charlie Chaplin, bien entendu, hein, puisque Chaplin, de son côté, doit faire attention à tous les éléments qui pourraient éventuellement être menaçants pour sa cavale. Mais ici, c'est incarné de façon encore plus forte parce que c'est vraiment la structure du raccord de regard qui est mobilisée, alors que chez Chaplin, on est dans une mise en scène un peu plus frontale, un peu plus scénique, plus propice d'ailleurs aux effets burlesques. Donc, la liberté, ce serait ça, pouvoir regarder librement autour de soi et ne pas voir partout où l'on regarde des corps de policiers, ou en tout cas des choses qui incarnent l'institution, des obstacles au regard, qui contraignent le monde en fait à être rétréci à l'habitacle d'une voiture. Et le troisième type de raccord de regard, c'est celui-ci, il y en a deux, qui se répètent deux fois. Et cela montre que non seulement les policiers sont là, comme celui-ci encore une fois à l'avant-plan, dans toutes les perspectives que Manny a sur le monde extérieur, mais en plus ces policiers-là,
le surveille en retour, l'observe. La liberté, c'est aussi peut-être l'absence de surveillance. Ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup développé, notamment par Michel Foucault dans son fameux livre Surveiller et punir. Mais là, c'est déjà la préfiguration que, où qu'il aille, en fait, Manny sera toujours sous le regard des policiers. Donc son propre regard ne sera pas libre, mais son corps non plus, puisqu'il sera en permanence scruté. Et donc tout au long de ce chemin de croix à venir de Manny, entre commissariat, tribunal et prison, Hitchcock va répéter de façon obsessionnelle, comme ici, ce découpage en raccords de regard qui lie le traitement filmique de la dynamique de la liberté au type de regard que le héros est en mesure de poser sur le monde. Et on retrouve ici l'extraordinaire fluidité, le mouvement permanent, l'espèce de dynamique sensible qui entraîne le personnage dans des structures architecturales avec des agents qui sont là pour justement opérer la circulation des êtres dans cette structure, et avec des sinuosités. Ça va vite, c'est fluide, mais en même temps c'est un peu labyrinthique, comme l'est finalement toute enquête ou toute procédure judiciaire. Et là j'attire votre attention sur ce plan qui va démarrer ici, qui est un plan dans lequel les personnages décrivent un S, qui est vraiment commandé par la structure du décor, et qui insiste beaucoup sur l'idée de la sinuosité, ou de la spirale négative qui entraîne Manny jusqu'à l'incarcération. Vous voyez ici en haut à gauche, en haut à droite, une fenêtre avec des barreaux. Alors là encore, Hitchcock s'en sert, comme Chaplin l'a fait, comme d'un élément symbolique du décor. Un peu moins dans cette séquence, mais un petit peu plus dans celle ensuite. Là, c'est une séquence dans laquelle Manny va clamer son innocence, bien évidemment, et où les policiers vont lui laisser pendant un temps le bénéfice du doute. Mais après, ils vont aller avec lui dans les commerces qu'a braqué le personnage pour lequel Manny est pris. Et lorsqu'ils vont revenir, cette fois, en plus, Manny a dû écrire sous la dictée à main libre la note que le responsable du hold-up a donnée à l'employé pour lui dire qu'il avait une arme et qu'il lui fallait qu'il lui donne l'argent. Et l'écriture de Manny ressemble beaucoup à celle du criminel. Donc tout vraiment l'implique dans cette affaire, et la conviction des policiers, à ce moment-là du film, on est à la 37e minute, elle est faite et Manny a un destin scellé. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là, donc pour le coup, que la fenêtre avec les barreaux va prendre une importance supérieure dans la mise en scène, comme le montre cette séquence. Here's the copy. Well, Manny? They call you Manny, don't they? Yes, sir. You made this copy of the note Yes, sir. with a mistake in it? Yes, sir. And the girls identified you. They saw you in the office and they saw you here. There's no use beating around the bush, Manny. You held up the office. You might as well say so. But I didn't. You were in that office this afternoon. Yes, I went in to see if I could get a loan on my wife's policy. You better think of another story, Manny, something more plausible. But it's the truth. Donc voilà, on voit à quel point la mise en scène insiste vraiment sur l'idée que le personnage d'Henry Fonda est vraiment plaqué contre la grille qui scelle déjà son destin. Donc Manny va être évidemment inculpé, et donc le faux coupable va intégrer dès lors la longue liste des films d'Hitchcock qui repose sur le ressort dramatique de l'innocent injustement accusé. Il y a beaucoup de films dans la carrière d'Hitchcock qui reposent sur ce ressort dramatique, depuis The Lodger jusqu'à Frenzy, en passant par Jeune et innocent, Les 39 marches, La loi du silence et bien sûr La mort aux trousses. Mais en fait, Le faux coupable est très original par rapport à tous ces films-là, parce que c'est un film sans suspense en un sens, ou presque. Il y a une très grande tension. Mais en fait, l'important dans Le faux coupable, c'est un autre type de tension que le suspense. C'est peut-être parce que le film est tiré d'une histoire vraie, mais l'enjeu principal ici devient plutôt, non pas la façon dont l'innocent injustement accusé à tort va se débattre pour essayer de prouver son innocence, mais au contraire la description méthodique, minutieusement documentée pas à pas, de l'implacable engrenage judiciaire qui se referme autour de lui.
Ainsi, ce parcours jusqu'à l'incarcération occupe un temps de film très important qui excède de loin les conventions du film criminel. Dans un film plus classique, par exemple, ce passage où vraiment les 5 doigts sont trempés dans l'encre et les 5 doigts sont posés sur le papier pour le relever des empreintes digitales, c'est un passage qui aurait fait l'objet d'une ellipse, a priori, puisqu'il ne s'y passe rien de déterminant. Sauf que, en fait, c'est au cinéaste de déterminer si c'est déterminant ou non. Et là, en l'occurrence, le projet formel du film s'inscrit là-dessus. On va retrouver ici le petit parcours en S, et puis la grande fluidité également de ce parcours à l'intérieur de ce couloir, avec cette perspective en entonnoir. Et c'est un parcours qui va de station en station. Je reprends ici la parabole christique, la parabole religieuse de la mythologie chrétienne, comme le calvaire du Christ. Le calvaire de Manille a des stations. Donc il y a eu l'inculpation, il y a eu le relevé des empreintes digitales. Maintenant, il y a le moment où on prend là en consigne les effets personnels. Et le film d'Alfred Hitchcock a aussi la particularité, enfin à son époque pas tellement, mais il faut quand même le mentionner, d'avoir été tourné en décor naturel, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit à l'image, ce sont de véritables commissariats, de véritables espaces de tribunaux, les rues véritables de New York, etc. Donc on est dans le moment néo-réaliste, entre guillemets, du film criminel américain, qui est né notamment, enfin qui a pris un véritable élan au moment de la réalisation de La Cité sans voile, The Naked City, par Jules Dassin en 1948. Donc un cinéma criminel américain qui peut être lointainement inspiré par le néo-réalisme italien, le courant néo-réaliste italien se met à tourner hors du studio, on location, comme on dit, dans les vraies rues, dans les vrais commissariats, dans les vrais tribunaux. Et ça n'est pas parce que les décors sont réels que Hitchcock a renoncé à la dimension expressionniste de ces décors et à la manière dont la mise en scène les manipule afin de créer des structures de circulation pour Manille, donc la structure en S par exemple que l'on a vu auparavant. Et puis des structures en forme de tunnel, en forme d'entonnoir, qui conduisent Manille de plus en plus, progressivement, dans des espaces qui de plus en plus se réduisent. Comme ici, on voit vraiment des effets d'aspiration qui démarrent ici. On a presque l'impression que Manille est sur tapis roulant, le mouvement de la caméra, l'avancée à l'intérieur du décor, la résistance futile du personnage, parce qu'il y a une marche des choses qui est la marche institutionnelle, et ce mécanisme fluide, accompli de manière totalement mécanique, d'ailleurs par des agents dont c'est la routine, pour Manille c'est quelque chose d'exceptionnel, mais pour eux c'est leur travail quotidien, conduit le personnage à un espace extrêmement réduit, puisque c'est celui de sa cellule, qui est presque une cage, et un espace dans lequel on va d'ailleurs retrouver la structure en raccord de regard. Je vous laisse l'observer avec le son. C'est une séquence assez incroyable dans un cinéma de grande consommation, cette séquence en fait qui semble être qui est intégralement organisée par des raccords sur les regards sur des objets totalement triviaux. Et ça c'est quelque chose de très très fort que nous propose ici Hitchcock, quelque chose qu'on voit très rarement au cinéma. On nous montre souvent des personnages emprisonnés, mais ce qu'on nous montre rarement, c'est l'ouverture de cet espace mental extrêmement vide et inquiétant qui résulte de la fermeture de l'espace physique pour le corps. Et dans cette cellule où il n'y a rien d'autre à faire, voici Manille qui scrute alternativement les barreaux, les fissures du plafond, le lavabo. Bref, il est dans une espèce d'attention, de concentration hébétée sur des objets totalement triviaux, une sorte de perturbation chosique
il n'y a plus que ça à observer, on devient presque obsédé par ces objets qui constituent l'environnement et les seuls auxquels on peut encore raccrocher le regard. Et ça, c'est une saisissante façon de nous faire encore une fois comprendre que la liberté, c'est une question de regard porté sur le monde. Cette espèce d'attention chosique obsessionnelle que Mani adopte dès lors qu'il est dans cette cellule, c'est un regard de captif. C'est le regard de quelqu'un qui ne peut plus poser son regard sur autre chose que sur cela. Et par ailleurs, on voit également que l'espace s'est considérablement restreint au terme de ce parcours en entonnoir que l'on a décrit, cette scénographie en entonnoir, puisque la cellule dans laquelle se trouve Mani, on ne peut pas forcément le voir très bien quand la caméra est avec lui dedans de cette façon, mais c'est une cellule qui fait 3 pas de long. C'est quasiment une cage. Alors, par la suite, on a un petit interlude où on est avec la famille de Mani, avant de retrouver ce dernier dans un état de vertige, comme vous le voyez. Alors ça, c'est un procédé peut-être un petit peu plus daté de la part d'Alfred Hitchcock, mais qui marche bien quand même. Et on va le retrouver le lendemain, la reprise de ce grand mouvement sensible de l'institution judiciaire, de la privation de liberté. Et cette fois, peut-être que ce qui est un petit peu plus particulier, c'est que Mani n'est plus seul, c'est qu'il y a d'autres corps aussi qui s'inscrivent avec lui dans cette espèce de grande scénographie. On ne renonce pas pour autant à l'aristocratie du héros dans le film, c'est toujours le destin de Mani le seul qui intéresse le film, mais on nous montre qu'en fait cette scénographie, c'est une scénographie qui est collective. Elle inclut les agents de police, elle inclut les employés des tribunaux, etc. Mais elle inclut aussi toutes sortes de compagnons d'infortune de Mani. Vous avez remarqué ici comme les plans aussi raccordent tous par des fondus enchaînés. Alors les fondus enchaînés, évidemment, ce sont des conventions narratives qui signalent le passage du temps dans le cinéma hollywoodien, mais par exemple celui-ci, celui qu'on vient de voir, n'était pas obligatoire. On aurait pu faire le raccord dans l'axe sans lui. Le fondu enchaîné, certes, est une convention narrative, certes c'est un code tout à fait courant, mais il n'est pas interdit de penser qu'Hitchcock l'utilise aussi parce que le fondu enchaîné, c'est quelque chose qui fluidifie le passage entre deux images, puisque les images elles-mêmes ont un caractère presque liquide lorsque elles sont articulées par des fondus. Et cette fluidité, finalement, qui attaque ici le corps du film, elle est tout à fait en accord avec la fluidité du fonctionnement scénographique de l'institution judiciaire, telle que Hitchcock nous la montre. Un fonctionnement scénographique, puisqu'il y a vraiment des scènes sur lesquelles on comparait, en pleine lumière, avec des micros, un quart d'heure de gloire, dont peut-être les gens qui passent ici se seraient bien passés, justement. Et cette scénographie, elle est vraiment commandée. On a un petit moment face à ce micro protubérant, qui remplace ici quasiment l'appendice nasal du protagoniste, et ensuite il faut continuer à évoluer, continuer à marcher de l'autre côté parce que quelqu'un prend notre place. Autrement dit ici, finalement, ce que la mise en scène d'Hitchcock, le cinéaste, nous révèle, c'est que l'institution policière et judiciaire, c'est de la mise en scène aussi. C'est un rituel, c'est une scénographie, et tous les corps qui s'inscrivent dans ce rituel sont priés de tenir leur rang à l'intérieur de cette vaste mise en scène. Une autre scène devant laquelle Mani va comparaître, après celle où on lui a signifié son inculpation, c'était une autre des stations de son calvaire, c'est la scène du tribunal, pour sa comparution immédiate et l'énoncé de la peine et de la... Enfin, pas de la peine, mais de la caution qu'il aura à verser s'il veut être libre. Et je vais vous laisser aussi profiter de cette séquence avec le son, une séquence dans laquelle Mani va revoir brièvement, par des raccords de regard, là encore, les éléments de sa vie passée, et notamment sa famille. The defendant is discharged. Felony court docket number 98, Christopher Ballester. Officer, raise your right hand. You swear to the truth of the affidavit you signed? Yes. I'm appearing for the defendant. Did you find a notice of appearance? Yes, sir. You went to reading the complaint? Yes. How do you plead? Not guilty.
Judge, will you put this over to February 2nd for a hearing? All right, February 2nd. The defendant is held in $7,500 bail. Could you set the bail in a lower amount, Judge? He has never been arrested before. He is married and has a family and has a steady job. Your Honor, this is an armed robbery, and that would be a minimum amount of bail in a case of this type. The request is denied, Counselor. Put him downstairs, officer. Voici encore un dernier regard sur la vie d'avant, et notamment sur l'épouse, comme au départ lors de la scène de l'interpellation. Ici, ce qui a été souligné, c'est vraiment le caractère expéditif de la procédure, des employés, l'avocat, le procureur, le juge, qui font ça à la chaîne toute la journée, de manière totalement impassible, sans aucune considération particulière pour les êtres humains qui passent devant eux, qui ne sont que des cas qu'il faut étudier, chacun à sa façon. Voilà comment cette scénographie se poursuit avec une sixième station, c'est la conduite de Manny avec les autres codétenus, les autres accusés, vers la prison, dans laquelle il va passer à nouveau une nuit avant qu'on paye sa caution. Ce passage vers la prison, alors c'est vraiment un moment absolument remarquable du film, dans lequel on va voir, là encore, se développer à la fois cette grande scénographie sensible, ce grand mouvement permanent qui entraîne les corps dans les architectures spatiales et à travers les agents de police et les gardiens de prison qui sont chargés de faire circuler tout ça. Mais aussi, on va retrouver l'autre grand principe de mise en scène d'Hitchcock pendant toute cette première partie de film, c'est les raccords de regard. En voici à nouveau une scène intégralement structurée par les raccords de regard. Des raccords de regard qui, cette fois, vont porter essentiellement sur des parties du corps des autres détenus. Et il semble que ces personnages, ces êtres humains, qu'on emmène un peu comme du bétail dans un enclos, soient ici réduits à ne plus être de véritables individus, mais à n'être plus qu'un rassemblement de mains et de pieds, puisque c'est uniquement les mains et les pieds que le regard hébété, buté, fermé du protagoniste est capable de capturer. Donc ça devient une espèce de sarabande de mains et de pieds à travers des gros plans qui sont des gros plans de coupe très intéressants, très impressionnants, très inhabituels dans le cinéma commercial hollywoodien, qui raccordent tous avec le regard de Manny. Donc c'est une séquence absolument saisissante pour emmener ce dernier vers la dernière station de son calvaire. Et là encore, je vous remets le son pour que vous puissiez la suivre. Ensuite, on la commente. Someone, sign your name here. Then here. Ward, sign your name here. Up front. All right, let's go. Voici encore donc posée ici de façon très intéressante et très forte la question de l'empêchement du regard, la question qu'on a posée en termes cinématographiques, c'est-à-dire l'idée que la liberté, c'était la capacité à poser un regard libre sur le monde. Ici, le regard de Manny est tellement emprisonné, tellement captif, tellement hébété,
qu'il ne peut plus se poser que sur des détails corporels. Et on a quelque chose de très audacieux parce que c'est presque ce que fait à la même époque, ce que commence à faire par exemple le grand cinéaste français Robert Bresson, c'est-à-dire à composer ces espèces de cadres insolites et frustrants sur des parties de corps. Et il le fait dans le cadre d'un cinéma d'auteur beaucoup plus expérimental que le cinéma hollywoodien classique dans lequel Hitchcock s'inscrit pour composer cette incroyable séquence donc, de raccords de regard de Manny sur les mains et les pieds de ses compagnons d'infortune. Voici ce à quoi est réduit l'humanité de ces personnes dans ce cas de figure. On n'est plus qu'un matricule, on n'est plus qu'un lieu de naissance, etc. C'est vraiment le rétrécissement du monde qui est un rétrécissement spatial, mais qui est aussi un rétrécissement de l'attention intellectuelle, de l'attention optique que le film décrit ici. Être un prisonnier, c'est aussi avoir un regard contraint, un regard qui bute très rapidement sur des choses qui l'obstruent. C'est ce que semble nous dire ce film, et c'est ce que semble avoir compris aussi en 1956 dans les cahiers du cinéma un jeune critique qui s'appelle alors Jean-Luc Godard, qui n'a pas encore réalisé à bout de souffle son premier long métrage, ni il n'est pas encore devenu un des fers de lance de la nouvelle vague française, mais il décrit le film d'Alfred Hitchcock à travers ce problème du regard, et c'est à lui que je dois cette intuition fondamentale que le film traite cela. Le fait que la liberté, c'est pouvoir regarder librement autour de soi. Moi, je le détaille ici de façon analytique, et c'est quelque chose auquel on aurait pu arriver aussi par nos propres moyens, mais il faut rendre à César ce qui est à César, et le premier qu'il a énoncé, c'est bien Jean-Luc Godard, dans une superbe intuition, d'un moment de la critique où l'analyse précise des films pouvait également... elle ne pouvait pas être totalement précise non plus, puisqu'on voyait les films une seule fois, c'était très difficile de faire des études très précises, mais en tout cas, il y avait cette intuition théorique fondamentale qui montre que le critique qui était Godard à ce moment-là a vraiment compris la démarche de ce cinéaste modèle qui a été Alfred Hitchcock pour lui. Et voici Manny, donc, au cœur de l'espace le plus restreint dans lequel il ait jamais été, c'est-à-dire celui de sa cellule. Et le regard ici, il ne peut pas aller très loin d'un côté, puisqu'il y a un mur de l'autre côté des barreaux, comme vous l'avez vu. J'aimerais terminer sur cette image d'un regard contraint, un regard à travers un écran qui essaie de se poser sur le monde, mais qui, partout où il se pose, en fait, ne rencontre plus que des obstacles. Voilà, donc finalement on pourrait dire d'une certaine façon que le film ici décrit la liberté un petit peu en creux, contrairement au Pèlerin où la liberté c'est peut-être des gains par rapport à des états de captivité, c'est pas des gains très fondamentaux comme on le voit. Le Pèlerin est un film qui va un petit peu contre les idées reçues à ce niveau-là, qui complexifie en fait la question de la dynamique de la liberté, en montrant par exemple que la vie conjugale, même en dehors de la prison, ne serait pas forcément une vie libre. Dans le Faux coupable, au contraire, on est plutôt sur le registre de la déperdition, c'est-à-dire que au fond, on a l'impression que la liberté serait un petit peu comme la santé, c'est-à-dire quelque chose qu'on comprend vraiment uniquement quand on la perd. Et donc le privilège de simplement pouvoir être dans la rue et regarder librement autour de soi, dont on ne jouit peut-être pas assez quand on le peut, quand on le perd, en revanche, on en comprend véritablement le prix. Et c'est là que toute la capacité de la mise en scène hitchcockienne, dont la première partie, donc, toute la première heure du Faux coupable constitue quand même un sommet, c'est toute la capacité de cette mise en scène de s'emparer d'un récit exceptionnel, exotique, qui n'arrivera pas à la plupart des gens et à la plupart des spectateurs, pour en faire au fond un enjeu universel. Parce que, au-delà de cette situation dramatique que nous ne connaîtrons a priori pas, le film nous communique une façon d'habiter le monde qui est caractérisée par une sensation d'hébétement, caractérisée par une sensation de déperdition de pouvoir vis-à-vis d'une accélération d'une grande machine, d'une grande rationalité instrumentale qui nous environne, une perte progressive de contrôle sur son propre destin, un étouffement grandissant provoqué par le resserrement de structures coercitives autour d'un corps. Et bien finalement,
cette perte de liberté, donc décrite un peu de façon abstraite comme ça, hein, comme la soumission à une force impalpable dans sa totalité, mais surpuissante et omniprésente par ses incarnations ponctuelles, hein, ses stations, ses dispositifs, ses agents, une institution qui prévoit chaque geste, chaque mouvement, impose à ces derniers de prendre place dans un ballet disciplinaire éternel et ordonné. Ben, si on le définit comme ça, est-ce qu'on dira que ça décrit uniquement la situation particulière du justiciable accusé d'un crime, ou bien est-ce que finalement la mise en scène ici a réussi à capter des puissances formelles qui, dans nos sociétés normées, disciplinaires et rationalisées, où il y a finalement de nombreuses forces qui prennent en charge ainsi nos corps et nos destins dans leur propre dynamique d'enfermement, est-ce que tout ça ne pourrait pas entrer en résonance avec l'existence de tout être humain et avec la dynamique espace-corps-regard de la liberté dans la vie de tout être humain. Lorsqu'on défile comme des moutons dans le métro, lorsqu'on va se rendre à un travail où il faut être à heure fixe, lorsqu'on en revient par le même moyen et qu'on fait la queue cette fois au supermarché, etc., etc. Bon, on peut se poser, et lorsqu'on va dans une institution, lorsqu'on est à l'hôpital, etc., on peut à tout moment, en fait, se poser la question du degré de plus ou moins grande liberté que nous avons par rapport au fonctionnement d'une superstructure qui agit sur nos corps, qui agit sur notre espace vécu et qui agit enfin sur notre faculté à regarder le monde. Voilà, donc je pense que l'important ici, c'est de bien préciser qu'il ne s'agit donc pas d'illustrer ou de diffuser par les moyens du film une conception de la liberté qui aurait déjà trouvé sa pleine formulation ailleurs et que le film ne ferait qu'enregistrer finalement. Comme dans Le Pèlerin, dans Le Faux Coupable, il est question d'une compréhension sensible de la liberté, de la dynamique de la liberté, en tant que phénomène spatial, corporel et optique, hein, qui passe par la mise en scène et par le montage, c'est-à-dire par des éléments qui sont propres au mode d'expression cinématographique. Bref, je crois qu'on est ici face à ce qu'on pourrait appeler une philosophie sensible de la liberté en acte, qui est irrémédiablement spécifique au cinéma. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite conférence. J'espère que ce ne fut pas trop long et que vous avez trouvé ça intéressant. Dans tous les cas, ce qui m'intéresse moi maintenant, c'est de connaître vos remarques, vos questions, vos propres réflexions. Et donc, c'est le moment où je vous retrouve. En fait, c'est quelques jours plus tard, puisque j'ai enregistré cette conférence il y a quelques jours. Mais je suis très heureux donc de vous retrouver dans un instant sur l'espace de cette conférence en direct. Merci encore pour votre attention et donc à tout de suite.